Et notre invité ce soir sur Radio G, c'est Thomas Cohenberg, présenté par Fred Sureau. Oui, donc il était il y a encore un an amateur en Belgique, international belge, mais amateur en Belgique. Et si on peut raconter la petite histoire, ou c'est Thomas qui va nous la raconter. Comment es-tu arrivé à Angers alors que tu étais amateur en Belgique? Oui, c'est quand Yerim Silla, donc ancien entraîneur de Dunkerque, et qui est maintenant actuel entraîneur de l'équipe nationale belge, est arrivé. Il m'a demandé ce que je faisais ici, et que pour lui j'avais les capacités pour partir jouer dans un championnat plus élevé comme professionnel. Et puis donc moi j'y ai cru. Donc avec Angers, c'est un pur hasard. Donc c'est ma copine qui sur un site de handball bien connu a vu que il y avait des départs sur Angers. C'est quoi? C'est un site Pôle emploi Non. C'est le site site d'info. Le site Handzone, il s'appelle, on peut le citer. Voilà. Ouais, donc c'est là-dessus. Puis Yerim m'a donné le numéro de David. J'ai téléphoné à David, en expliquant mon cas et ce que je voulais faire. Et puis lui m'a proposé un test ici à Angers, donc je suis venu. Et puis le test était convaincant. Et puis donc j'ai signé un contrat d'1 an. Il était surpris ou ça se fait régulièrement? Parce que honnêtement, on voit pas ça dans le football, on voit ça nulle part. Et là, quelle a été sa réaction finalement à David? S'il m'a pris, je suppose qu'il devait être content et et qu'il pensait que je pouvais apporter des choses. Donc sa réaction en elle-même, je crois qu'elle était contente. Avoir un Belge, c'est toujours sympa d'avoir un Belge dans une équipe, ça met de l'ambiance. Mais non, c'était bien. Je suis déjà très content qu'il m'ait fait confiance, et aussi au club, parce que quand on vient de Belgique, qu'on est amateur, c'est pas évident. Donc moi, je peux dire merci à David, et puis aussi merci au club, quoi. Donc c'est chouette. T'étais amateur, mais t'avais quand même un métier commercial en pharmaceutique, c'est ça? Ouais, j'étais délégué médical, ouais. Alors là, c'est prendre un risque fou quand même, parce que quitter ton boulot pour Angers-Noyant, c'est beau, mais c'est quand même un risque. Oui, mais moi j'avais pas envie de pas arriver à mon sommet sportivement. J'avais vraiment cette volonté de savoir jusqu'où je pouvais aller, et puis une carrière professionnelle sportive plutôt. C'est quelque chose qui est quand même sympa à faire. Du boulot, je pense que je pourrais retrouver plus tard, mais maintenant je vis ma passion à fond, et c'est vraiment super. T'as pas eu peur? Il y a pas eu un moment où Thomas Cohenberg s'est dit oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me lancer, je quitte mon boulot où je suis payé certainement le double du salaire à Angers-Noyant pour faire du handball. Des craintes, oui, je crois que mes parents ont peut-être eu plus de craintes que moi, oui. Parce que mais oui, des craintes, peut-être la crainte de pas réussir, ça c'est peut-être une des craintes que j'ai eues, oui, mais sinon sur le choix, à refaire, je le refais demain s'il faut. Donc là-dessus, non, j'ai pas de crainte, pas de regret. Mais sportivement, franchement, je le répète, c'est vraiment une super expérience. Fred? Oui, je disais tout à l'heure, depuis quelques matchs, t'étais mieux. C'est peut-être aussi, tu commences à digérer la charge de travail qui est tous les jours, parce qu'avant, en étant amateur, tu avais un entraînement le soir après ton travail, et là maintenant c'est 2 entraînements par semaine, 2 entraînements par jour, pardon. Donc je pense que ça t'a fait du bien la trêve, et depuis maintenant ça y est, tu sais comment ça marche, tu sais comment ça fonctionne, tu arrives à digérer les séances de David Penaud, qu'on le rappelle quand même, c'est souvent lourd quand même d'un point de vue physique, ces entraînements. Donc est-ce que c'est ça qui explique que depuis la trêve, t'es mieux maintenant? Oui, je pense qu'il faut quand même un temps pour s'adapter, même si j'ai la chance de parler la même langue et tout. Donc pour les étrangers qui parlent pas la même langue, ça va être encore plus dur. Mais il faut quand même, comme tu l'as dit, il faut s'adapter. Moi, je passais de 4 entraînements par semaine plus mon match. Ici, il y a 2 entraînements par jour. Donc ça vient pas comme ça. Il faut beaucoup de travail. Et puis, comme tu l'as dit, David est très exigeant. Le groupe aussi l'est. Le niveau de jeu le demande aussi d'être très exigeant. Donc il faut s'habituer. Maintenant, ça commence à venir. Donc c'est cool. Et comment on peut être amateur en handball et en même temps international? C'est quoi? Comment ça se passe? Parce que ça se fait pas en France. C'est pas, en France, des amateurs comme ça. En tout cas, pas dans le football, pas dans les sports collectifs. J'en vois pas. Non, pas en France. Nico. Mais en rugby, je sais que c'est à peu près la même chose. Il me semble en Belgique aussi, c'est une équipe amateur comme ça qui est une équipe nationale. Donc c'est un petit pays en même temps, la Belgique. Ouais, mais bon, il y a quand même quelques moyens, j'imagine, en Belgique. Pourquoi? Comment l'expliquer finalement? Je peux l'expliquer. Je sais pas s'il y a une explication. Et je crois que personnellement, c'est des sacrifices qu'il faut faire. C'est prendre des congés sans solde pour pouvoir partir avec l'équipe nationale, pour pouvoir partir jouer à Coupe d'Europe.
bon voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça reste un petit pays et c'est dommage parce qu'on est bien situé entre deux grandes nations du hand avec l'Allemagne et la France. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, je sais que les fédés travaillent pour essayer d'améliorer ça. Je sais que les joueurs qui sont à l'étranger essayent justement de faire parler du hand belge. Et voilà, comme je le disais juste avant l'émission, mon équipe dans laquelle j'étais l'année passée s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Challenge Cup. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel, il y a de la qualité. Maintenant, il faut avoir cette chance de partir à l'étranger et peut-être aussi avoir cette chance d'avoir plus de médias, peut-être plus d'infos sur le handball en Belgique, mais ça, c'est pas évident. Le niveau de l'équipe nationale de Belgique, est-ce que pour une qualification pour les championnats d'Europe, c'est un objectif vraiment là-bas ou c'est encore un peu trop tôt? Vous êtes plutôt dans un deuxième chapeau? Ouais, je pense que voilà, pour se qualifier dans une phase finale du championnat d'Europe, déjà l'Europe c'est les plus grandes nations du handball sont dedans, donc c'est très difficile. Maintenant, quand on joue avec l'équipe nationale contre des nations, allez, je peux prendre par exemple l'Islande ou la Suède, des équipes qu'on a jouées, donc on n'est pas ridicule, mais tu sens que physiquement, c'est même pas techniquement, c'est plus physiquement où tu vois, tu peux pas rivaliser à un certain moment, quoi. Tu peux faire jeu égal un petit peu et puis hop, directement t'as un aspect physique qui prend en place, donc c'est difficile, mais on travaille pour. Il y a d'autres Belges qui jouent dans le championnat de France comme ça, vous vous êtes retrouvés à plusieurs Oui, il y a Bram De Witt qui est quand même un joueur confirmé de la Pro D2 qui est à Semur là cette année, et puis Max Fortan aussi de Nancy, donc eux c'est deux joueurs qui sont là depuis pas mal de temps, qui ont fait leurs armes en France. C'est les fers de lance de la sélection. Oui, voilà, ouais, comme les joueurs belges aussi, parce que je trouve que c'est ça qu'il y a de bien. Maintenant, moi, je suis dans la position où je suis un pro. C'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui travaillent la journée et puis qui font s'entraîner le soir, donc c'est chapeau aussi pour eux, quoi. L'équipe du lundi, chaque lundi de 19h à 20h. Et notre invité, toujours, c'est Thomas Cohenberg. On va parler peut-être de sa saison maintenant, Fred, une saison irréprochable pour l'instant, en tout cas une phase retour excellente. Oui, je le disais tout à l'heure, il a une moyenne maintenant de 8-9 buts, c'est un élément qui est très important dans le dispositif de David Penaud. Il était un petit peu plus timide en début de saison, mais il l'a expliqué à l'instant, il faut s'habituer au rythme, il faut s'habituer à un nouveau championnat et à un nouveau métier pour lui. Donc voilà, mais maintenant il n'y a plus rien à dire. On parlait du championnat belge, du niveau du championnat belge. Quand on voit Thomas Cohenberg arriver, on se dit qu'il a largement le niveau Pro D2, voire peut-être au-dessus, parce qu'il a sûrement une marge de progression qui est énorme. Justement, c'est peut-être la différence, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des espoirs, des jeunes qui ont 20 ans et qui ont évidemment l'avenir devant eux. Eh bien, Thomas Cohenberg, c'est différent parce que pour le coup, en étant amateur avant, là, la marge de progression est plus importante maintenant, à 27 ans finalement. Thomas, non ? C'est ce que David m'a dit quand j'ai signé mon contrat. C'est ça là-dessus qu'il était étonné, c'est que j'avais encore pour lui une bonne marge de progression. Et voilà, malgré mes 27 ans, comme quoi, il est jamais trop tard. Donc c'est ça que c'est vraiment une chouette opportunité que j'ai prise, parce que c'est vraiment ça que je cherchais, la progression et vraiment atteindre mes limites. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment un rêve, c'est super. Le haut niveau, c'est possible, Fred, pour Thomas Cohenberg ? Oui, c'est possible. On le disait, il a une marge de progression. En plus, pour un premier club pro, il tombe avec un entraîneur qui a quand même de l'expérience, qui a gagné, qui a un certain palmarès. On le rappelle, il est la génération des Barjot, des Tristan, et consorts. Donc, on sait c'est un très bon entraîneur. Il a été élu plusieurs fois meilleur entraîneur de LNH, de Pro D2. Donc, on sait que avec David Penaud, il va pouvoir progresser. Et voilà, là, on le voit depuis le début de saison. Plus ça va, plus il est important, plus il marque, plus sur son aile, il est irréprochable. Donc forcément, avec seulement 8 mois de professionnalisme, on se dit qu'il peut atteindre la LNH sans problème. Le débat de la semaine. Évidemment, dans l'équipe du lundi, il y a toujours un débat. Et ce soir, on va débattre sur Angers-Noyant et sur le fait que Angers-Noyant est actuellement 5e quand même de Pro D2. Il y a les playoffs, on le rappelle, en fin de saison. Est-ce que Angers-Noyant peut monter, Fred ? C'est le débat de la semaine. Depuis le début de saison, je vous annonce que vous rigolez un petit peu à chaque fois que je vous l'annonce, mais depuis le début de saison, je vous dis que qu'Angers-Noyant est l'épouvantail de cette division. On se dit qu'ils peuvent tout réaliser. Contre Nîmes au match retour. Avec un peu plus d'expérience, on le dit, c'est une équipe qui est jeune quand même, avec un peu plus d'expérience, ils auraient pu accrocher Nîmes. Ils perdent d'un seul but face à Dijon.
On le voit que cette équipe a du niveau, hein, quand on voit Nikolic, l'importance qu'il a sur le terrain. Rudolf Diarra qui monte lui aussi il monte cette année, hein, depuis le début de saison. On le trouvait un petit peu timide, lui aussi. C'était plus compliqué en début de saison pour lui. Comme Thomas, plus ça va, plus il est important, plus il marque, plus il a un rôle important dans cette équipe. Et on sait qu'il y a du niveau sur le parquet. Dans les buts, on sait qu'il y a un Iliad Komenovic qui est parmi les meilleurs gardiens de Pro D2. Voilà, on sait que cette équipe a du niveau et on sait qu'elle peut battre un peu n'importe qui. Et dans les playoffs, c'est à qui tout double. C'est un match. Les compteurs sont remis à zéro. Donc voilà, s'ils réussissent à se qualifier pour les playoffs, tout est possible dans cette division. Thomas, c'est possible au point de vue d'Angers-Noyant? Est-ce qu'Angers-Noyant peut monter? Moi, je vais pas parler de monter trop vite. Je pense que d'abord il faut regarder où on est. Donc là on est actuellement 5e. Bon, début de saison, tout le monde sait qu'on visait le maintien. Donc voilà, là pour l'instant l'objectif est atteint. Je pense que si on gagne contre Besançon le prochain match, je pense qu'on est sûr d'être en D2 l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est d'abord le premier point. Maintenant, je préfère être dans ma position que dans celle de ce mur ou de Nancy. Donc voilà, maintenant il faut pas se voler la face non plus. On fait des résultats, il faut pas dire ouais on joue le maintien. Non, maintenant je crois que clairement le groupe a envie de faire quelque chose dans ce championnat et pas seulement avoir fait quelques coups d'éclat à Istres ou à Mulhouse pour citer que ces matchs-là. Donc les playoffs, on y pense. Maintenant il y a encore de grosses échéances et des gros déplacements. Je pense à Dijon ou à Chartres. Donc voilà, il faut confirmer les premiers résultats qu'on a fait. Donc il y a encore du travail, mais c'est possible, ouais, c'est possible. Nico Time. C'est vrai que je pense que Thomas a assez raison. Déjà, faut vraiment pas oublier d'où vient Angers-Noyant, hein. Il y a eu quand même pas mal de saisons galères ces dernières années, donc on peut vraiment se féliciter. Justement, c'est pour ça qu'on fait un débat là-dessus, parce que d'habitude, je précise à Thomas, le débat c'était est-ce que Angers-Noyant va descendre ou va se maintenir. Donc, voilà, mais je pense qu'il faut revenir vraiment d'où il y a eu beaucoup de changements en plus dans l'effectif cette année. Je pense que la mayonnaise a plutôt bien pris. Ils avaient commencé, il me semble, par 3 victoires, donc voilà. Et on voit vraiment là le potentiel de l'effectif qui commence à se concrétiser. Après, je pense que déjà les prochaines séances vont être assez tendues quand même pour Angers-Noyant, parce qu'après Besançon, il y aura un déplacement à Dijon, la réception de Mulhouse, donc soit les 2e et 3e, il me semble, de la division. Donc je crois que là déjà ils vont vraiment déjà se montrer la concurrence, en tout cas face aux très grosses équipes de la division, et je pense qu'on en saura plus vraiment sur le potentiel définitif d'Angers-Noyant à ce moment-là. Mais en attendant, ils font déjà une super saison et c'est déjà bien. Et pour appuyer ce que dit Nico, c'est vrai que là tu me poses la question, est-ce que Angers-Noyant, c'est vrai qu'Angers-Noyant peut monter parce que cette année il y a un système de play-off et que c'était pas le cas les autres années. Après, faut, comme disait Nico, pour moi c'est une année de transition. Les autres années, Angers-Noyant c'est soit qualifié d'un point de vue financier, soit c'est qualifié dans la dernière journée avec un goal average particulier. Donc cette année, c'est vrai que le maintien va être acquis rapidement, ce qui veut dire que au niveau du hand, contrairement au foot, les transferts se font en mars-avril. Contrairement au foot, on n'attend pas la fin de saison. Donc là, avec le fait que Angers-Noyant se maintienne rapidement, Angers-Noyant va sûrement recruter plus rapidement qu'a pu le faire les autres saisons. Donc c'est là la bonne chose pour Angers-Noyant, c'est qu'il y a un recrutement rapidement, tu choisis tes joueurs. Contrairement aux autres années. Donc, le problème, c'est que ça dépend de la division. C'est-à-dire que là, est-ce que Angers-Noyant va rester en Pro D2 ou pas? Enfin, dans le sens où est-ce que Angers-Noyant va monter à la fin de la saison? C'est ça la question finalement, Fred. Parce oui, mais les transferts, tu recrutes pas les mêmes joueurs. C'est pas possible. Tu recrutes pas les mêmes joueurs, mais tu peux déjà t'appuyer sur une base. Il y a beaucoup de joueurs qui sont actuellement en fin de contrat. Donc tu vas pouvoir renégocier ces contrats-là. Tu vas pouvoir essayer des pistes pour renforcer les secteurs qui sont peut-être un petit peu déficit. On le dit, hein, Angers-Noyant a une équipe qui a le niveau. Peut-être ce qui fait la différence avec les 3-4 équipes qui sont au-dessus, c'est la profondeur de banc. Même s'il y a des jeunes qui ont du talent, Angers-Noyant, dès qu'il y a 2 blessés, 3 blessés, on l'a vu, hein, quand Nikolic a été blessé, c'était un petit peu plus dur. Et voilà, c'est ça qu'il va falloir continuer. Et c'est, je pense, que va faire David Penaud, le président maniable, dans les semaines et mois à venir, c'est renforcer l'équipe pour l'année prochaine. Pour que l'année prochaine, là, ça soit plus un objectif de maintien comme cette année, mais peut-être un objectif clairement annoncé de monter.